J'ai toujours aimé m'entraîner, la veille d'un match de coupe d'Europe dans le stade vide. L'impression que le stade t'appartient, qu'il est pour toi et pour une première expérience européenne, faire ça à Anfield, j'en garde un souvenir gravé. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Pendant la saison 1, mes 10 premiers invités se sont livrés avec sincérité et bonne humeur sur leur carrière, avec des anecdotes, des confessions et même parfois des conseils. La saison 1 s'est concentrée sur le football, mais la famille des gardiens est bien plus vaste et réunit plusieurs sports. Nous le verrons dans cette nouvelle saison. Un poste à part, diront certains, pour les fous, diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe. Et c'est pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Si vous découvrez cette série d'entretiens grâce à cet épisode, la saison 1 vous attend. Pour la réécouter, on se retrouve sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Bonne écoute! Et aujourd'hui dans La Voix des Gardiens, je reçois un gardien qui a tout connu. C'est lui qui le dit quand il revient sur sa carrière. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, Ligue 1, Ligue 2, Coupe d'Europe, relégation et même équipe de France. Tout ça dans 7 clubs différents. Aujourd'hui, il a en quelque sorte bouclé la boucle. Il est l'entraîneur des gardiens dans le club où il a été formé. Bonjour Nicolas Duchez. Bonjour, salut Alex. Alors on parle évidemment du Havre, c'est ce club, celui où tu as débuté avant de jouer ensuite à Châteauroux, Toulouse, Rennes, le premier PSG de l'ère Qatari et enfin Lens et le Red Star. Aujourd'hui, tu t'occupes des gardiens du HAC. J'en profite pour préciser que cet entretien a été enregistré cette semaine entre le match au Parc des Princes et la réception de Strasbourg. On ne connaît donc pas le résultat d'hier contre Strasbourg, mais le Havre sera quoi qu'il arrive encore concerné par la course au maintien. Et j'en profite pour te remercier d'avoir tenu ton engagement pour participer quand même à ce podcast malgré la situation sportive. On va parler du Havre, mais avant ça, première question, c'est quoi un bon gardien en 2024 ? C'est celui qui prend pas de but, tout simplement. Celui qui est efficace et celui qui ne fait pas perdre son équipe. Est-ce que la définition, elle a changé par rapport à quand toi tu jouais ? Non, ça a toujours été la même définition. Après, le poste a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le travail est différent. Le gardien est beaucoup plus complet aujourd'hui qu'à l'époque où j'ai commencé. C'est un poste qui est en perpétuelle évolution. Toi, comment t'es devenu gardien de but ? Par obligation, j'ai envie de te dire. Obligation parce que quand j'étais petit, mon frère jouait déjà au foot et comme c'était lui l'aîné, c'est lui qui avait le choix de frapper ou pas, et comme il voulait marquer des buts, c'est moi qui devais aller dans les cages et essayer d'arrêter ses frappes. Mais ça, c'était dans le jardin, enfin en famille, mais après, du coup, Ouais. tout de suite, t'as joué en club ou comment ça s'est fait ? Ça a été en famille et puis après j'étais très tôt en club. J'ai commencé au CSL Aulnay où on habitait à l'époque et j'ai suivi les traces de mon grand frère et j'ai commencé là-bas à l'âge de 5 ans, mais j'ai tout de suite été dans les buts. Et qu'est-ce qui t'a plu, au-delà du fait de jouer avec ton frère, mais une fois que tu étais dans un club, pourquoi t'as pas changé ? Qu'est-ce qui t'a plu dans le poste ? Sans vraiment le savoir, inconsciemment, j'ai tout de suite aimé être derrière tout le monde, être dans un poste un peu à part, être là pour essayer de sauver les copains. Si j'étais pas dans un mood égoïste, comme peut l'être souvent un attaquant à vouloir absolument marquer, moi j'étais plutôt là pour protéger et défendre les copains en fait. Qu'est-ce qui était le plus important, pour être bon, quand tu étais jeune ? Qu'est-ce que tu as tout de suite, compris? Ce qu'il y a à être essentiel pour performer, pour être bon et prendre du plaisir? Mais ce qui a été assez flagrant à mes yeux en tout cas, c'était dans un premier temps de ne pas avoir peur du ballon. C'est vrai que quand on est petit, on peut vite avoir peur de prendre une frappe à bout portant, de se manger le ballon dans la tête ou je ne sais où, ou là où ça peut faire mal. Mais moi, j'ai jamais eu peur du ballon. J'ai jamais eu cette crainte et en fait, ça m'a aidé tout de suite à faire des arrêts et à apprécier le poste. Et après, évidemment, il y a eu des évolutions.
parce que le poste, il y a certaines règles qui ont changé. J'ai quand même connu l'avant et l'après passe en retrait, où le gardien pouvait prendre le ballon à la main quand j'ai commencé, et où après il a fallu s'adapter, et ça a complètement modifié le poste, euh, parce que d'un coup il a fallu qu'on soit efficace et bon avec les pieds, chose qui n'était pas forcément nécessaire avant. Comment tu l'as vécu, toi, cette évolution-là? Elle vous a été imposée, vous, gardien de but? Est-ce que, elle t'a fait peur ou est-ce que tu as vu ça comme une évolution, positive à cette époque-là, dans les années 90? Non, au début ça m'a fait peur parce que j'étais plus petit que la moyenne, j'étais frêle, j'étais vraiment pas musclé, je m'étais pas encore développé, et j'avais du mal à dégager les ballons loin. J'avais pas une bonne technique à ce niveau-là. Et comme c'était pas encore quelque chose d'imposé, euh, tant que je pouvais l'esquiver, je le faisais. Tu es né en région parisienne, comment tu, arrives, au Havre, au centre de formation? Bah, il y a eu un grand changement, encore une fois, lié à mon frère. On est parti d'Aulnay, enfin, du club d'Aulnay pour aller jouer au Paris FC, qui était à l'époque un des clubs phares de la région parisienne. Et ça a été vraiment une grosse étape. Ça m'a permis de jouer dans des bonnes équipes, d'être en concurrence déjà à cette époque-là. Et c'est ce club-là qui m'a permis d'être plus en vue et de me faire recruter par le Havre. Donc c'est le Havre qui te recrute au moment-là, c'est à l'entrée du centre de formation. Tu as d'autres clubs, ton choix il se fait, naturellement sur le Havre? Comment ça se passe? À 14 ans, je crois, j'ai eu des touches avancées avec le club de Nantes. Et au dernier moment, ça s'est pas fait. Ça a été pour moi un échec et un petit traumatisme, parce que c'était la première fois que j'étais confronté à l'échec. Et comme mon rêve absolu, c'était de devenir pro, ça a été un peu compliqué quelques temps. Et puis un an après, j'ai été contacté, et j'avais deux choix en fait. À l'âge de 15 ans, c'était soit je rejoignais le Havre, soit je signais au PSG. C'était exactement les mêmes conditions. Le discours était un peu différent parce que le Havre avait déjà la réputation d'être un club formateur, et faisait confiance aux jeunes, alors que le PSG c'était l'ère de Nizo, et le PSG avec toutes ses stars. Alors oui, ça faisait rêver, mais il y a eu une réflexion importante, et ça a été de m'éloigner de la région parisienne. Je sentais que à Paris, j'avais beaucoup de de choses négatives qui pouvaient m'arriver. J'aimais bien traîner, j'étais pas très concentré pour l'école. C'était voilà, je prenais pas forcément une bonne direction. C'était quoi? C'était les potes? C'était ça? C'était bon, c'était Ouais, l'adolescence, hein, l'âge là, mais c'était l'adolescence, mais l'adolescence d'un petit gamin qui aime faire des conneries. Donc vu que mon rêve c'était de devenir pro, je savais qu'il fallait que je m'éloigne de la vie parisienne pour être en internat, loin de tout le monde, et me consacrer à ma passion et à mon objectif. alors au moment-là, au Havre, il y avait pas tous les gardiens qui ont été, formés par la suite, je pense à, Steve Mandanda, Edouard Mendy, Brice Samba, toi, du coup, quand tu y vas, tu arrives en 96, est-ce qu'il y a déjà une école particulière des gardiens de but ou elle arrivera après? Lorsque je suis arrivé, moi c'était Christophe Revaux qui commençait à jouer, qui était en pleine ascension, et lui c'était vraiment le pur produit du centre de formation. Il venait de région parisienne aussi, donc ça me parlait beaucoup, et ça m'a donné envie de venir ici et de suivre ses pas. Tu mets, quelques années avant de jouer, définitivement. Enfin, tu es un jeune gardien, tu joues progressivement. En 2003, tu es prêté à Châteauroux. C'était, pourquoi? C'était pour jouer? C'est toi qui le décides? C'est le club qui te le conseille? C'est, Châteauroux qui vient te chercher? Ça a été, en fait, je suis arrivé très tôt avec les pros. À l'âge de 17 ans, j'ai commencé mes premiers entraînements. À 18 ans, j'étais avec eux. Et après, ça a été très lent. Très lent, parce que les gardiens qui étaient titulaires en pro étaient bons. Moi, j'arrivais pas à franchir le palier. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, voilà, j'étais impatient,
et la porte s'ouvrait pas et c'était compliqué aussi hein, pour le club de me donner ma chance, de me faire confiance. Et à un moment donné, sur ma dernière année de contrat avec le club, on s'est mis d'accord et ils m'ont laissé. Donc c'était un prêt à Châteauroux, mais c'était plutôt voilà, on te laisse, pars. Et moi, il fallait que j'aille tenter ma chance et que je me frotte à autre chose dans un club que je connaissais pas. Quand tu parles de paliers à franchir, c'était quoi? Est-ce qu'avec le recul, tu sais ce qui manquait sur le moment-là? C'était le mental, c'était physique, c'était technique, c'était l'entraînement, Il y avait un manque de temps de jeu. Et quand on est jeune et qu'on joue pas assez souvent, c'est pas une bonne chose. On a tendance à avancer trop lentement, mais on s'en rend pas compte. Et il fallait que je sorte un peu de ce cocon j'avais connu que le Havre à cette époque dans le monde pro. Et il fallait que je prenne le risque. J'avais cette envie d'aller me frotter à de nouvelles choses et je savais que la porte était fermée pour moi au Havre. Donc il fallait que je parte. C'était comme ça, c'était un peu qui tout double. Quand tu arrives à Châteauroux, le club est en Ligue 2, tu joues en championnat. Par contre, l'année-là, le club fait un parcours en Coupe de France. Mm. Tu étais à Châteauroux pour avoir du temps de jeu, mais peut-être aussi éventuellement pour te montrer, pour prouver tes qualités. Est-ce que c'était pas frustrant sur cette épopée-là où tout le monde a découvert Châteauroux cette année-là de ne pas la faire? Non, j'ai pas eu de frustration, vraiment pas. Je suis arrivé, j'ai commencé à faire je crois le premier ou les deux premiers matchs de Coupe de France. Mais après, j'ai gagné ma place de titulaire en championnat et le roulement faisait que c'était le deuxième gardien qui participait au match de coupe. Même si on a été en finale et que ça a été une aventure extraordinaire et je l'ai vécu pleinement, je préférais avoir 25-30 matchs de Ligue 2 plutôt que 5 ou 6 de Coupe de France. Qu'est-ce que tu as le plus appris sur cette période-là, sur cette première expérience loin du cocon? Mais j'ai appris que j'étais capable de relever le défi de la concurrence. Et j'ai surtout vu que j'étais capable de pouvoir jouer en pro. Cette expérience de Châteauroux m'a servi pour tout le reste de ma carrière. Elle m'a aidé à me structurer mentalement. Elle m'a aidé à croire en moi. Et si j'avais pas eu cette expérience, je pense pas que j'aurais pu être aussi efficace lorsque j'ai commencé à Toulouse. Justement, Toulouse, après Le Havre et Châteauroux, tu signes à Toulouse. Tu retrouves Christophe Revaux par rapport à votre formation au Havre. L'histoire, elle est belle? Ouais, l'histoire est belle. J'y vais en grande partie pour ça, hein. À cette époque-là, j'avais le choix de signer à Strasbourg ou Toulouse. Et le fait qu'il y ait Christophe là-bas, il était déjà un peu expérimenté. Je sais plus quel âge il avait à cette époque-là, mais il avait déjà la trentaine passée. Dans ma tête, c'était clair et net. Je voulais prendre la suite de Christophe au poste de titulaire et je savais qu'il allait m'apporter beaucoup en étant sa doublure. Parce que toi, du coup, tu l'as connu au Havre, il était gardien des pros et toi au centre de formation. C'était quoi votre relation au moment-là? Tu regardais un peu quand tu pouvais en sortant de l'entraînement des pros? Vous discutiez? Comment ça se passait? Ouais, Alors Christophe, il était, je pense que le fait d'être passé par son formation, il avait toujours un petit regard ou un petit mot sympa pour les jeunes qui s'entraînaient. On avait un terrain juste à côté de celui des pros. Voilà, c'était l'exemple à suivre. Ça m'est arrivé, j'avais la chance d'avoir ma chambre qui donnait sur le terrain d'entraînement des pros. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé de m'enfermer à clé, de pas répondre aux appels pour aller à l'école, tout ça pour me mettre devant la fenêtre et regarder les spécifiques quand c'était juste sous ma fenêtre. Donc je garde des super bons souvenirs et j'ai des images de certains spécifiques de Christophe où je me régalais à le regarder bosser. Quand tu es à Toulouse, tu joues ton premier match en Ligue 1 à 25 ans. Mm. Tu disais, tu as commencé très tôt avec Le Havre. Toute cette période-là, comment tu patientes? Est-ce qu'à un moment donné, tu doutes? Ouais, j'ai douté, bien sûr. J'ai douté, je me suis posé la question de savoir si j'étais fait pour ça. Est-ce que je voyais pas trop haut?
Est-ce que j'avais le niveau? Voilà, il y a un milliard de questions qui se posent. Après, je me suis servi de toutes ces années-là. En fait, je suis arrivé très tôt avec les pros et j'ai attendu très longtemps avant de jouer. Et cette attente a nourri ma motivation. Dans ma tête, c'était clair. Le jour où j'ai ma chance, après tout le temps que j'ai attendu, je peux pas la laisser passer. Et c'est un peu ce qui s'est passé une fois que j'ai goûté à la Ligue 1 titulaire à Toulouse, j'ai pu laisser ma place. Et du coup, tu relègues sur le banc Christophe Revaux. Quand Elibo fait le choix de te mettre numéro 1, c'est au détriment de Christophe Revaux. Ouais, bah, c'est un peu c'est c'est ça qui est un peu dur avec ce poste, mais ouais, ça s'est passé comme ça. Christophe, j'espérais vraiment prendre sa suite. J'espérais pas que ça arrive sur une blessure, parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Donc j'espérais que ça se passe naturellement, mais sur les qualités et pas sur une blessure. Mais comme dans la plus grande partie des cas, voilà, c'est sur une blessure que c'est arrivé. Et juste avant la mi-temps d'un match contre Nantes au stadium, sur un dégagement, il s'est écroulé, son genou a lâché. Et puis après, voilà, c'était moi ma chance. Et même si c'était au détriment de Christophe, voilà, j'ai tout donné pour garder les cages et rester titulaire. Et personnellement, comment ça se passe ce laps de temps-là? Tu dis que c'est juste avant la mi-temps. Comment tu vis le moment où tu te prépares? Comment tu vis les quelques minutes avant la mi-temps? Et comment tu vis la mi-temps surtout? Mais en fait, c'est particulier. C'est un moment que j'ai attendu pendant tellement d'années. Et lorsqu'il arrive, parce que c'était ouais 2-3 minutes avant la mi-temps, et lorsque ça arrivait, bah, je me suis rendu compte que j'avais une pression terrible. J'ai eu du mal à faire mes lacets. J'avais la trouille en fait, tout simplement. Et les quelques minutes qui nous ont amenés jusqu'à la mi-temps, j'ai aucun souvenir. Voilà, j'ai une espèce de trou noir. Mais je me rappelle qu'à la mi-temps, au lieu de rentrer au vestiaire, je suis resté sur le terrain pour faire comme un échauffement d'avant-match. Sauf que c'était à la mi-temps et en fait là, ça a commencé. Et la deuxième mi-temps se passe bien? La deuxième mi-temps se passe bien, on gagne le match, pas de but encaissé, donc voilà, c'était parfait. Après j'étais détendu. En préparant cette interview, il y a une phrase d'Eli Boep qui m'a marqué. Alors, il était gardien de but. C'est quand tu avais décidé de beaucoup travailler après un match qui s'était mal passé et il t'avait fait une réflexion sur le fait de beaucoup travailler ou en tout cas de mieux travailler après. Comment tu avais vécu ce moment-là? Est-ce que tu peux revenir dessus sur le détail de cet épisode-là? Si c'est l'épisode que je crois, c'était pas avec Elibo. C'est une discussion que j'ai eue avec Alain Casanova, qui était l'entraîneur de gardien. Et en fait, après un match qui s'était mal passé à Bordeaux, je voulais faire une grosse séance. Et plutôt que de faire une grosse séance, il m'a emmené sur le terrain, on s'est assis sur les ballons et on a parlé pendant plus d'une heure. Et c'est vrai que le plus gros conseil qu'il m'a donné et que j'ai essayé de suivre toute ma carrière, c'est que c'est quand tout va bien qu'il faut bosser énormément. Quand tout va bien, on peut encaisser les charges de travail, on est heureux de le faire, on n'est pas, voilà, on est en pleine confiance et on peut pousser la machine. Quand ça va mal, des fois, il faut savoir se recentrer un peu sur soi, revenir à des basiques et savoir reculer d'un pas pour avancer de deux après. L'épisode 2007, l'épopée en 2007, est-ce qu'elle était prévue dans l'équation? Comment tu l'as vécu? Ça a été extraordinaire. C'est sûrement le plus beau. Enfin, j'ai vécu à Toulouse sur le dernier match en 2007, le moment, la plus belle émotion de ma carrière, je pense. Quelque chose d'inattendu. Un groupe de copains, on avançait sans savoir trop où on allait, et puis on prenait des points, et puis on s'est pris au jeu, on a commencé à rêver, et puis sur le dernier match, avec un scénario assez dingue, on obtient cette qualification pour la Champions League. Pour ma première année titulaire en pro, c'était fabuleux. Et quels sont les sentiments que tu ressens principalement sur ce moment-là, sur la fin de saison et sur les premiers jours de vacances? Il y avait un sentiment de fierté sur cette première saison en tant que titulaire, être capable d'aller accrocher une place européenne avec Toulouse, chose qui n'était pas arrivée depuis 20 ans, je crois, à cette époque-là. J'étais content de moi, j'étais content de vivre ça avec ce groupe de potes. Par contre, les jours qui ont suivi, ça a été
Ça a pas été du repos parce que en fait le lendemain de ce match-là, j'ai ma femme qui a accouché de notre fils et donc du coup, y a pas eu beaucoup de sommeil. Surtout que l'intersaison là, les rumeurs disaient que t'as failli pas la faire cette saison-là, 2006-2007, parce que Fabien Barthez était quitté l'Olympique de Marseille. Il y avait eu cette rumeur-là, comme quoi il y avait peut-être un retour dans son club formateur. Toi, t'as gardé la tête froide. Comment t'as subi cette situation-là, ces rumeurs-là? Est-ce que c'était très loin de toi? Est-ce que tu t'es senti concerné? Bah, en fait, je pense pas que c'était des rumeurs. Je pense que c'était vrai. Voilà, il voulait revenir. C'était son club formateur, donc il avait envie de finir à Toulouse. Ça m'a perturbé un peu, mais comme je ne pouvais pas décider de quoi que ce soit dans ces discussions et dans ce qui pouvait se passer, la seule chose que j'avais, c'est d'être efficace sur le terrain. Donc j'étais concentré et je voulais rien lâcher et je voulais être le meilleur possible pour avoir une chance de continuer la saison. Ça t'a permis, au final, avec Toulouse, de jouer un tour préliminaire de Ligue des Champions contre Liverpool. Mm. L'aller, le retour, comment tu le vis? Est-ce qu'il y avait une appréhension avant? Vous aviez l'avantage de recevoir à l'aller peut-être pour désacraliser un peu le moment. Mm. Comment tu l'as vécu? En fait, voilà, c'était dans la continuité de la saison précédente. Recevoir Liverpool, bah, c'était le plus gros tirage qui pouvait nous arriver. On avait peu de chances de passer, mais c'était d'essayer de vivre pleinement ce moment-là, de pas être ridicule et d'essayer, pourquoi pas, de les faire douter. Ça a pas beaucoup marché, même si à l'aller, on a été plutôt cohérent. Après, sur le retour, c'était une grosse machine qui était en route et on faisait pas le poids. Le 4-0, il est cher payé ou sur le match, même si toi tu fais un gros match, tu as des grosses occasions en première mi-temps, tu arrives à faire les arrêts qu'il faut pour maintenir Toulouse dans le match. Le 4-0 au final, est-ce que tu trouves qu'il est sévère ou pas Non, sévère, non. Alors ça fait mal. Évidemment que j'en garde pas un très bon souvenir. Prendre 4 buts, ça fait toujours mal, mais c'était une trop grosse équipe. C'était le Liverpool de cette époque-là, une des meilleures équipes d'Europe et trop fort pour nous et on pouvait pas lutter. Donc le 4-0, il était logique. Si tu devais garder un souvenir de cette double confrontation-là, quelque chose qui t'a le plus marqué, que ce soit voilà, sur le terrain, l'ambiance, les à côté, Toulouse? C'était mon premier match européen et de pouvoir faire une veille de match à Anfield, voilà, j'ai gardé ça toute ma carrière de pouvoir. Enfin, j'ai toujours aimé m'entraîner la veille d'un match de Coupe d'Europe dans le stade vide. L'impression que le stade t'appartient, qu'il est pour toi. Et pour une première expérience européenne, faire ça à Anfield, j'en garde un souvenir gravé. Après Toulouse, tu signes à Rennes. Est-ce que tu considères que c'est la période où tu t'es senti peut-être le plus fort à Rennes? Je me suis senti plus fort encore à Paris. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de jeu que j'espérais, mais j'ai eu l'impression entre Châteauroux, Toulouse, Rennes, Paris, de toujours franchir un niveau. Et c'est vrai que quand j'étais à Rennes, j'ai beaucoup travaillé au niveau de la musculation. Je me suis renforcé, chose que je faisais pas beaucoup à Toulouse. Et le fait de signer à Rennes, c'était voilà, pour moi encore une étape au niveau supérieur. Et j'ai adoré jouer dans tous les clubs que j'ai eu, mais c'est vrai que à Rennes, je me suis senti très bien. C'est à cette époque-là que tu découvres l'équipe de France. Mm. Le fait d'avoir été sélectionné pour des rassemblements, c'est pour toi un aboutissement? Est-ce que c'est une frustration parce que t'as pas joué? Ou alors ça t'a donné envie de faire plus encore quand tu revenais de ces moments en équipe de France? L'équipe de France a toujours été l'objectif le plus élevé. Tous les choix de carrière que j'ai fait, c'était pour essayer de me rapprocher encore un peu plus de l'équipe de France. Quand j'y suis allé la première fois, j'ai pris ça pas comme enfin un petit peu comme un aboutissement, mais je savais que ça s'arrêtait pas là. L'étape supérieure, c'était d'avoir une sélection, et puis si tu en as une, c'est d'en avoir plusieurs. Mais déjà de toucher au groupe France, de pouvoir vivre des moments dans le château à Clairefontaine avec des joueurs qui avaient été champions du monde. Enfin, c'était pour moi quelque chose d'incroyable. Et l'équipe de France, c'est peut-être
J'ai envie de dire, le seul regret que j'ai dans ma carrière, c'est de ne pas avoir au moins une sélection. D'avoir fait des rassemblements J'ai fait les rassemblements, mais deux. je suis pas rentré sur le terrain. Donc officiellement, enfin je suis pas international vu que j'ai pas foulé la pelouse avec ce maillot-là. Bon après en moi, voilà, j'ai participé à des rassemblements, donc c'est déjà quelque chose de bien, mais il me manque la petite ligne que j'ai pas, et c'est le petit regret que j'ai dans ma carrière. Sur cette période, il y avait Hugo Lloris, Steve Mandanda pour les postes de numéro 1, numéro 2. Après, il y avait des numéros 3, ça a varié sur toutes ces périodes-là. Il y avait Cédric Carrasso, Stéphane Ruffier, Yoann Pelé aussi un peu. Comment tu te jugeais par rapport à ces gardiens-là sur ces périodes-là? On avait des styles différents, donc c'est difficile de s'évaluer et de se comparer. J'essayais toujours de me dire, voilà, il faut que tu prennes moins de buts qu'eux, il faut que le classement de l'équipe soit au-dessus celle des autres. Enfin voilà, c'est des petites sources de motivation que j'essaie d'aller chercher. Mais le footballeur, il regarde l'équipe, il compte un peu à la preuve des listes les autres gardiens, combien ils ont pris de buts, il regarde les résumés. Parce que bon, on entend souvent que le footballeur, il s'intéresse pas à ça, il lit pas l'équipe, il regarde pas les débriefs. Toi, personnellement et plus globalement, tu regardais un peu à la preuve des listes? J'ai regardé au début quand vraiment j'étais concerné. Après, il y a Cédric Carrasso qui a été appelé régulièrement. Donc tant qu'il n'y avait pas de pépin sur un des trois gardiens, voilà, le trio était fait et il n'y avait aucune raison que ça change à partir du moment où les mecs étaient performants, et c'était le cas. J'ai été déçu au début de ne pas être appelé, mais une fois que le choix était fait, bah, j'ai essayé d'être juste le plus performant possible avec mon club, sans me miner le moral, de me dire putain, ce week-end j'ai été bon, j'ai pas été appelé. Non, je fonctionnais pas trop comme ça. Donc je suivais ça d'un peu plus loin, même si j'avais toujours l'objectif d'être appelé. Tu parlais de passer des étapes pour se rapprocher de l'équipe de France. Signer au PSG, ça en est une. C'est au niveau du standing du club. Tu signes au PSG en 2011. Le club est racheté le même été. Est-ce que sur les premières négociations, tu le fais avec l'ancienne gouvernance, avec la nouvelle gouvernance? Est-ce que tu sais que le club va être racheté? Comment ça se passe? Quand je signe à Paris, je sais que le club va être acheté. Donc moi, je suis en discussion avec Alain Roche à l'époque, qui était le directeur sportif, et le président Leproux. Mais dans les discussions, très vite, on aborde le sujet du rachat. Je sais que le club va être acheté par QSI, et QSI sait que je signe aussi. Donc voilà, tout le monde était au courant. J'en ai discuté quelques années plus tard aussi avec Nasser, et dans une discussion que j'avais eue, il m'expliquait que pour lui, j'étais une des premières recrues, si ce n'est la première. Mais du coup, toi, quand tu signes pour être numéro 1. Tu sais Ouais. que le club va être racheté. Mais est-ce que tu sais que du coup, il va y avoir un autre gardien qui va arriver, Salvatore Sirigu? Non, je sais pas qui va arriver. Quand je signe pour être numéro un. J'ai les discussions avec le club, j'ai les discussions avec le coach qui était Antoine Comboiré à l'époque. Et surtout, quand j'y vais, j'ai 31 ans, je sors de 3 saisons pleines et je me sens en pleine confiance, et je me sens assez solide et fort pour relever ce défi. J'ai aucun doute sur mes capacités à performer avec le PSG à ce moment-là. Et après, quand il y a eu le changement de direction, je sais très bien que Leonardo est un peu à l'affût, et il n'est pas convaincu du fait que je sois titulaire avec le PSG. Mais le coach tient bon, et pour lui, il fallait que ça soit moi qui débute. Donc c'était un climat un peu particulier, et il a fallu qu'à 10 jours du début du championnat, je me blesse pour que tout soit chamboulé. Et bah, Leonardo attendait la porte qui pouvait s'ouvrir pour pouvoir faire venir Sirigu, et elle arrivait par le fait que je me sois blessé juste avant le début du championnat, sachant que derrière moi, c'était Alphonse Areola qui était là, et à cette époque-là, lancer Alphonse, c'était beaucoup trop tôt. Ouais, donc au final, et donc après il arrive et toi t'es blessé, donc le temps de te remettre en forme et le championnat a commencé. Après tu commences du coup la saison en tant que numéro 2. Ouais, ça a été une saison très compliquée. J'ai pas compris en ayant signé numéro un que j'ai pas au moins la chance de faire quelques matchs. Si j'avais joué et que j'avais pas été bon, voilà, c'est la règle. C'est comme ça que ça se passe, il n'y a pas de souci, je l'aurais accepté sans problème. Mais là, j'ai même pas eu la possibilité de me montrer, de me battre.
Et c'est vrai que Salva, quand il signe à Paris, bah, il arrive avec Léo, il a des garanties du directeur sportif, ce que le coach m'a expliqué, mais j'avais du mal à entendre. Et, euh, et après, il faut dire ce qu'il est aussi. Il a été performant, il a été efficace sur ses premiers matchs. Et puis une fois que c'est la machine est lancée, ben voilà, il y a une hiérarchie qui est établie, et puis on accepte ou pas de rester dans ces conditions. Et la saison 2012, Carlo Ancelotti, du coup, est l'entraîneur. Mhm. Tu fais le premier match de la saison. Est-ce que tu penses à ce moment-là que ça peut être ta chance sur toute la saison? Comment tu vis ce premier match? Non, je sais en fait que je débute le championnat parce que Salva est revenu de l'Euro, je crois, où il y avait une compétition internationale, donc il était revenu Ouais, 2012, ouais. un peu tard. Et je savais qu'il retrouverait sa place. J'avais pas de doute là-dessus parce que j'avais eu une discussion en fin de saison avec le club. Est-ce que je devais rester à Paris? Est-ce que je partais pour aller jouer dans un autre club européen? À partir du moment où j'ai décidé de rester, c'était clair. Je décidais de rester en tant que doublure de Salva, et j'acceptais ma situation. La première année, j'acceptais pas ma situation, c'est pour ça que ça a été compliqué. Mais une fois qu'on a eu les discussions avec le coach, surtout avec Leonardo, on a mis carte sur table, et là c'était clair. Donc j'ai accepté de rester dans ces situations parce que je voulais absolument vivre le décollage de la fusée PSG, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu un rôle différent dans le vestiaire, et où je me suis investi différemment. Mais du coup, tu as jamais pensé à partir? Parce que finalement, le PSG, c'est le club où tu es resté le plus longtemps dans ta carrière. Mm. Tu as joué que 43 matchs, mais tu jamais pensé à partir pour, justement avoir du temps de jeu? Tu avais 32 ans, tu étais, un gardien confirmé de Ligue 1. Tu aurais pu avoir des touches en France, voire même en Europe. Mm. Ça t'a jamais traversé, l'esprit? Non, non, il y a juste eu sur cette fin de saison-là, à la fin de la première saison où je me suis posé les questions, mais après, à aucun moment j'ai voulu partir. J'ai pris trop de plaisir à être dans ce club. J'ai réussi à me faire ma place dans le vestiaire, j'ai réussi à me faire respecter des mecs à l'intérieur, j'ai réussi à progresser encore sur le terrain, même si ça se voyait pas dans les stades et en match. Puis surtout, j'ai connu ce qui était le plus haut niveau avec les plus grands joueurs. Et peut-être jusqu'à aujourd'hui, j'ai peut-être connu le meilleur PSG. Du coup, ouais, parce que le meilleur PSG, c'est lequel? C'est celui de Carlo Ancelotti ou de Laurent Blanc? Mais c'est un mix des deux. En fait, je pense que Laurent Blanc a récupéré l'héritage de Carlo, et il a su manier le groupe avec beaucoup d'intelligence. Et sous l'ère Laurent Blanc, c'est la première fois où on gagnait les 4 titres. Euh, et c'est peut-être ce PSG-là qui a proposé le plus beau jeu dans le championnat. Ça, c'est ce qu'on voyait en match, mais toi qui étais aux entraînements, comment ça se passait les entraînements du coup sur ce PSG-là qui, c'est vrai, au niveau du jeu produit, éblouissait en match, mais à l'entraînement, ça se passait comment? Ben, ça se passait pareil, sauf que c'était tous les jours. Et j'ai pris un plaisir immense à être avec ces joueurs, à voir le club se développer, à voir la qualité des terrains changer. Enfin voilà, je vivais comme dans un rêve en fait, mais j'étais acteur de ce rêve, donc enfin j'en garde un souvenir incroyable. Et on m'a souvent posé la question, est-ce que tu as des regrets de pas avoir joué au PSG? J'ai zéro regret. Et c'est un club que j'aime beaucoup, et si demain il se retrouve à gagner avec des champions, il y aura zéro zéro amertume. Je serais très heureux pour eux en fait. Qu'est-ce qui vous a manqué, vous, du coup, en Ligue des Champions? De l'expérience. Je pense que le niveau, on l'avait. On avait peut-être un effectif moins nombreux que d'autres. Et sur certaines confrontations, on a eu quelques blessés, quelques suspendus. Et peut-être que face aux grosses armadas, ça a fait la diff. Mais c'est comme ça que le club s'est construit aussi. Je disais une interview de Maxwell la dernière fois, où il expliquait que le PSG de l'époque avait sûrement aidé
à ce que celui d'aujourd'hui fasse des beaux parcours en Coupe d'Europe et aille encore plus loin. En préparant cette interview, je suis retombé sur des photos de toi bras dessus, bras dessous avec ou Zlatan ou David Beckham. Mm. Est-ce que le jeune né à Rony-sous-Bois, est-ce qu'il l'aurait imaginé un seul instant? Non, 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 c'est à la base deux mondes qui n'étaient pas faits pour se rencontrer. Mais gamin, supporter du PSG, mon rêve c'était de un jour jouer sous ce maillot-là et en fait je suis arrivé au moment le plus opportun, j'ai envie de te dire, là où le club était en train de grandir à une vitesse incroyable et d'avoir eu le plaisir, la chance de jouer avec ces mecs-là, de pouvoir passer des moments sur le terrain, en dehors du terrain. Ça a été fantastique parce qu'à cette époque-là, il y avait quand même une vraie ambiance, une vraie entente entre nous et c'était un groupe qui vivait très bien. Tu dis à cette époque-là, est-ce que c'est un peu moins le cas maintenant? Si je dis ça, c'est par exemple, le week-end dernier, vous étiez au parc. Bon, alors vous avez un peu gâché la fête en prenant le point alors que le PSG pouvait être champion, mais il n'y a pas eu non plus de célébration incroyable, même après sur les réseaux sociaux ou des joueurs où on a pu voir ce qui s'est passé. Vous les célébrez vos titres. Est-ce que c'était parce que l'ambiance était vraiment très bonne? Est-ce que c'était les premiers? Est-ce que le PSG a trop l'habitude de gagner? Comment tu vois ça, toi qui en as vécu des titres et qui a gagné beaucoup de titres avec le PSG, comme par exemple ce quadruplé? Mais en fait, c'est difficile pour moi de parler de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Je suis pas à l'intérieur, donc je sais pas comment ils ressentent les choses. Ce qui est certain, c'est que nous, c'était les premiers titres. Le club n'avait pas été champion depuis quasiment 20 ans. Et avec certaines personnalités qu'il y avait dans le vestiaire, c'était impossible de pas fêter ça. On dit, Lavezzi? on dit entre autres, on dit qu'il faut jamais banaliser les victoires. Alors un titre, je t'en parle même pas. C'est quelque chose. Puis c'était les premiers. Moi, je savais pas si j'allais avoir encore des titres derrière. Donc c'était impensable de pas fêter ça et on l'a fêté bien. En tant que deuxième, troisième gardien, comment ça se passait les entraînements, notamment je pense aux séances de frappe face au but, comment ça se passait? Comment tu les vivais? Ben, c'était un défi à chaque séance, à chaque entraînement, parce que ces joueurs-là, ils ont ça dans la peau, ils veulent marquer, ils veulent enfoncer les gardiens. Et pour être à ce niveau-là, il faut que nous, on ait la même mentalité de l'autre côté. Donc, c'était une guerre au quotidien entre les joueurs et les gardiens. Après, comme j'avais un peu, comment dire, l'avantage de l'âge, quand les séances devenaient un peu trop intenses ou si j'étais moins bien, je laissais la place aux plus jeunes. Aux plus jeunes notamment, il y a eu Mike Maignan, Oui. quand il est arrivé dans le groupe, la première fois que tu l'as vu, c'était quoi ta réaction? Est-ce que tu le connaissais? Est-ce que Bah, je le connaissais parce que je regardais un peu les équipes les plus jeunes. On s'est rapprochés assez rapidement. Il y a quelque chose qui s'est passé entre nous et on a du coup beaucoup travaillé ensemble. Tout de suite, voilà, je trouvais qu'il avait quelque chose de particulier. Bon, je savais pas qu'il allait atteindre ce niveau-là, mais je le sentais qu'il était capable de faire ça. tu quittes le PSG à 36 ans, tu signes ensuite à Lens et au Red Star. Mm. Comment tu juges ces expériences-là et est-ce qu'avec le recul, finir au PSG à 36 ans, tu l'aurais pas préféré? Comment tu vis ce départ du PSG et le fait de redescendre en Ligue 2 même à Lens à l'époque-là? Ça a été compliqué. C'était pas prévu que je quitte le PSG. Je devais prolonger encore. Le club devait faire partir Sirigu et c'était prévu que je reste doublure de Kevin Trapp. Tout était ok avec le président, avec Laurent Blanc et puis en fin de saison, de façon un peu surprenante, le club a décidé de se séparer de Laurent Blanc et l'arrivée de d'Emery à la tête du PSG a été une mauvaise chose pour moi parce que il avait vu Alphonse Areola
faire quelques matchs en Espagne et visiblement il lui avait tapé dans l'œil. Donc il préférait qu'Alphonse revienne et soit en concurrence avec Kevin et que moi je quitte le club. Donc ça a été un petit déchirement. Je voulais pas partir du PSG, mais comme je voulais pas partir et que j'avais prévu de continuer, c'était difficile d'arrêter ma carrière sur ça. C'est pour ça que je suis allé Ouais. à Lens derrière. J'avais le choix à l'époque entre, euh, entre rester en Ligue 1 et aller à Lens. Et j'avais envie de relever le défi de faire remonter le club en Ligue 1. Et dans ce stade, ce projet, enfin voilà, Bollard, c'est particulier. Donc voilà, j'ai décidé d'aller à Lens. Malheureusement, on n'est pas remonté. Il y avait l'objectif de remonter avec Lens, mais ça t'a pas fait peur, mais le fait de passer du PSG à la Ligue 2, Ben, je passais pas du PSG à Ligue 2, pour moi, je passais du PSG à Lens. Lens, ça a toujours été un grand club, donc j'étais persuadé qu'on allait remonter au bout d'une saison en Ligue 1. Donc j'ai pas eu de souci, pas eu de souci à jouer en Ligue 2. on va passer à la dernière partie de cet entretien sur ton après-carrière, que ça soit en tant que consultant à un moment donné et aujourd'hui entraîneur des gardiens du Havre. Pour commencer cette partie, je vais te diffuser une question qui a été posée par une personne que tu connais très bien et après je te laisserai y répondre. La question que je posais à Nicolas, c'est est-ce que ça lui plaît, le métier qu'il fait aujourd'hui? Est-ce qu'il prend du plaisir? Est-ce qu'il se voit rester là-dedans longtemps? C'est mon collègue de chambre, ça. C'est tout à fait ça, c'est Mathieu Bonnemer, directeur sportif du Havre et collègue de chambre quand vous êtes au Havre. Ah, Mathieu et moi, c'est une longue histoire. C'est quelqu'un avec qui enfin déjà, c'est quelqu'un que j'admirais en tant que joueur. Quand je suis arrivé au PSG, j'étais super content de jouer avec ce mec-là. Je le trouvais très fort. Et très rapidement, il y a eu de la complicité entre nous. On s'est toujours bien entendu. Beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour Mathieu. Et j'ai envie de dire, je sais pas si c'est à cause de lui ou grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Mais le fait est qu'il m'a pris un peu de cours et il m'a proposé le poste sans que je sois au courant de quoi que ce soit. Et il m'a demandé de lui donner une réponse en 24 heures. Et voilà, je me suis lancé dans cette aventure avec lui. Et je regrette pas un instant. Et après, l'avenir dira si ça dure longtemps ou pas. Mais pour le moment, j'ai pas envie d'arrêter et j'ai envie de continuer à bosser avec lui. Tu disais qu'il t'avait mis un ultimatum en 24 heures. Tu as passé 3 coups de fil. À qui et pourquoi? Et j'ai passé un coup de fil à Nico Dehon, que j'avais eu comme entraîneur au PSG. J'ai passé un coup de fil à Christophe Revel. Et j'ai passé un coup de fil à Fawzi Hamzal. Voilà, 3 coachs de gardien que j'ai eus à 3 moments importants de ma carrière et à des gens qui ont des personnalités différentes, mais qui ont marqué ma carrière et en qui j'avais beaucoup confiance. Quand tu es devenu entraîneur des gardiens, il y a eu très peu de temps. Quel entraîneur de gardien tu es par rapport au gardien que tu étais? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a des évolutions? Est-ce que tu peux établir une différence ou pas? Mais je pense que je suis un entraîneur de gardien que moi, je n'ai jamais eu. J'ai fait un mixte un peu de tout ce que j'aimais bien chez les uns, chez les autres. Je sais surtout ce que j'aimais pas aussi. Donc ça m'a aidé à prendre certaines directions sur certains axes de travail. Pour moi, j'ai gardé un peu le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il faut prendre du plaisir. Très vite, vous avez dû choisir un gardien avec Mathieu et Lucas Elsner. Vous êtes allé Mhm. chercher Arthur Desmas à Clermont. Pourquoi lui et comment ça s'est fait? C'est Mathieu qui a proposé plusieurs noms. Et puis après, on s'est basé sur ce qu'il avait été capable de faire en Ligue 2. Le fait qu'il ait connu une montée, le fait qu'il ait connu un échec, ça pouvait être aussi un avantage. Parce qu'à partir du moment où on lui a donné de la confiance, c'est toujours des expériences en plus et du vécu. Mais on s'est basé sur le fait qu'il soit monté avec Clermont, qu'il ait été efficace et qu'il puisse apporter justement ça, une dynamique de groupe, de savoir gérer une montée. Aujourd'hui, il doit gérer une lutte pour le maintien. Tu l'as vécu toi aussi. Qu'est-ce qui est le plus important pour un gardien sur cette période-là et surtout, qu'est-ce que tu lui apportes au quotidien? Le plus important, c'est de rester calme.
pas douter ou de douter le moins possible, rester focus. On était programmé en début de saison pour jouer la lutte pour le maintien, donc il n'y a pas vraiment de surprise qu'on soit à ce niveau-là dans le classement. Même s'il y a une belle éclaircie en milieu de saison. Oui, non, mais il y a des belles choses, mais une saison, c'est tellement long. Évidemment que peut-être on aurait pu basculer, se sauver plus tôt, et peut-être qu'on aurait pu être loin derrière aussi. Donc, sur une saison, ça s'équilibre, et c'est là maintenant qu'on arrive dans le Money Time où il va falloir montrer beaucoup de caractère, de sérénité. Et j'espère qu'Arthur va être capable de transmettre ça aux autres. Autre gardien qui a brillé cette année avec la Coupe du Monde du 17, c'est Paul Arnier. C'est un jeune gardien du centre de formation du Havre. En quelques mots, comment tu pourrais le décrire? Est-ce qu'il est déjà venu avec les pros un peu? Est-ce que tu as suivi sa Coupe du Monde? J'ai suivi parce que j'ai des retours vidéo et je suis tous les gardiens jusqu'aux 16 ans. Donc j'ai envie de voir l'évolution des plus jeunes. J'essaye de les faire monter de temps en temps sur une séance par semaine avec nous. Paul en plus a pu bénéficier du fait qu'on ait prêté Momo Koné à Dunkerque, et ce qui a fait que Paul est monté 3e avec nous. Donc il est au quotidien, il est au quotidien là, et il s'entraîne tous les jours avec les pros. Et c'est un gardien qui est en train de se construire. C'est un gardien qui, pour l'instant, a connu beaucoup de choses positives. Là, il se retrouve dans une position, j'ai envie de dire, un peu inconfortable, parce que il n'y a pas de vision à court terme sur le fait de jouer avec les pros. Donc, il goûte au niveau... le niveau qu'il y a avec les pros, mais il doit quand même retourner avec la formation. Il y a encore beaucoup de boulot, mais c'est un gardien qui a beaucoup de qualité. Il l'a montré à la Coupe du Monde. Maintenant, entre la Coupe du Monde qu'il a faite et le niveau professionnel, il y a quand même une grande marche. Merci Nicolas d'avoir répondu à ces questions, à être revenu sur ta carrière. Merci à toi, c'était sympa. On va passer au face-à-face. Une question, ouais. Une réponse, tac au tac. Allez. Ton plus bel arrêt? Rennes PSG je dirais 2010-2011. Dernière seconde sur une frappe de Néné à rater. Alors là, c'était un arrêt important et j'en garde un bon souvenir. Le match où tu t'es senti le plus fort? Je dirais Toulouse-Lyon. Mon premier Toulouse-Lyon, Lyon-Toulouse, en 2005-2006. Ta charnière préférée? C'est dur ça. Je m'entendais bien en plus avec les défenseurs, mais j'ai quand même eu la chance de jouer avec Thiago Silva, qui à cette époque-là était pour moi le meilleur défenseur du monde, et la doublette avec Alex, c'était du solide. L'attaquant le plus coriace? Il y en a eu plein. En référence au Havre, je dirais Mamadou Niang que j'ai connu à la formation, et on s'est recroisé pas mal de fois après. Ce qui te fascine chez les gardiens? La responsabilité qu'on peut avoir. Ce qui t'énerve chez un gardien? Putain, ça je m'attendais pas à cette question. Ce qui m'énerve chez un gardien, pas grand chose à vrai dire. Gants renforcés avec des barrettes ou sans barrettes? J'avais les gants renforcés avec les barrettes. Ton geste préféré? J'aime bien les sorties aériennes. L'exercice que tu détestais? Faire des droites-gauche à répétition, voilà, c'était pas mon délire. La recrue du PSG la plus impactante, la plus impressionnante, la première fois que tu l'as vu entrer dans le vestiaire? Je dirais Beckham pour le charisme. Ton modèle? J'en ai eu plusieurs. Celui qui m'a le plus marqué, de qui je me suis le plus inspiré, c'était Grégory Coupet. L'entraîneur qui comprenait le plus le poste de gardien? Je dirais Elie Bopp. Ce que tu changerais dans ta carrière contre une sélection en équipe de France? Franchement, rien. J'étais pas loin. Peut-être l'ego par moment qui était mal placé. Le conseil que tu donnerais au Nicolas Douchèze né à Rosny-sous-Bois? Tout vient à point, à qui sait attendre. Merci Nicolas, merci d'avoir retracé ta carrière du centre de formation du Havre à aujourd'hui ton poste d'entraîneur des gardiens au Havre. Bonne fin de saison avec le Havre et bon dernier match. C'est gentil, merci beaucoup.
Merci à vous également de nous avoir écoutés, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse également découvrir les 10 premiers invités de la saison 1. Et puis n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à vos coéquipiers, à vos amis pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité, mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur les plateformes d'écoute. C'est important pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plongent avec nous dans l'aventure.